Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast qui donne la parole aux femmes, aux mères, de façon positive et bienveillante. Et oui, on dit d'elles qu'elles sont douces, résilientes, fortes et même puissantes. Mais finalement, que sait-on vraiment de ce qu'il se cache derrière tous ces chemins de vie ? Je suis Lou, la créatrice de ce podcast, et je vous embarque chaque semaine à la découverte d'une de ces trajectoires de mère. Grâce à ces histoires sincères et positives, Super Mama peut donc remplir la plus belle de ses missions, qui est de rassurer, informer et déculpabiliser les futures mamans. J'espère de tout cœur que ces moments de vie immortalisés vous permettront de retrouver espoir et confiance, et qu'ils vous rappelleront surtout que quoi qu'il en soit, nous sommes toutes des super mamas. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Cette semaine, nous fêtons les papas. Pour cette occasion spéciale, je souhaitais donc recevoir à mon micro non pas une super maman, mais plutôt un super papa. Et quelle chance que ce soit Cédric Rostin, plus connu sous le pseudo de Papatriarcat, qui a accepté de venir témoigner. Alors Cédric, vous le connaissez sûrement via son super podcast et son compte Instagram Papatriarcat. Ce podcast de parentalité engagée pour les droits de l'enfant et contre le système patriarcal est un vrai succès depuis plusieurs années maintenant. Mais ce n'est pas tout. Il est aussi auteur du livre Tu vas être papa aux éditions First, de la BD Papa Sapiens, qui vient tout juste de sortir, mais il est aussi conférencier, coach et surtout père de 2 enfants, rien que ça. Dans cet épisode un peu spécial, Cédric revient sur son histoire de paternité et sa vision des choses en termes de parentalité. Un épisode riche et très intéressant dans lequel il nous parle de sujets tels que la parentalité positive ou encore le unschooling qu'il a d'ailleurs mis en place avec sa fille Sarah. En bref, il aborde des thèmes qu'il passionne et ça se sent. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse tout de suite découvrir mon échange avec Cédric, un papa engagé qui mérite vraiment d'être écouté. Bonjour Cédric, merci beaucoup de me faire l'honneur d'être sur Super Mama aujourd'hui. Est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter rapidement ? Bonjour Lou, merci pour l'invitation. Moi, je m'appelle Cédric, j'ai 40 ans. Je suis papa de 2 enfants maintenant, puisque le dernier est arrivé il y a un mois. Je suis podcasteur. J'ai créé le podcast Papatriarcat, le compte Instagram du même nom. Je suis aussi auteur du livre Tu vas être papa et d'une BD qui Ouais. vient de sortir qui s'appelle Papa Sapiens, qui raconte l'histoire des paternités à travers le temps pour mieux comprendre d'où on vient. Je suis aussi conférencier sur les sujets de parentalité, de paternité, et je suis aussi coach, puisque c'est quand même ma formation d'origine avec un master sur le sujet et plus de 15 ans d'expérience en entreprise et dans le milieu sportif. Ah ouais, donc t'es multicasquette quoi. Ouais, et voilà. Et bien entendu, je suis beaucoup papa, puisque bien que je travaille, bien que j'ai une activité rémunérée, je suis dans notre couple, c'est moi qui suis le plus souvent avec les enfants. D'accord, ok. Alors qu'est-ce que ta conjointe, déjà comment elle s'appelle et qu'est-ce qu'elle fait elle dans la vie ? Alors, ma conjointe s'appelle Noëlla, elle est chirurgienne dentiste. Voilà. Ouais. Et maman de 2 enfants. Et elle traite des sujets passionnants au-delà de son activité classique d'omnipratique dentaire. Elle traite aussi des sujets qui ont trait au développement qu'on appelle oromio-fonctionnel, c'est-à-dire toute la sphère faciale, etc., les effets que ça peut avoir, et aussi sur le sommeil. Elle travaille maintenant aussi sur le sujet du sommeil avec une équipe pluridisciplinaire. Et voilà, et ça lui prend beaucoup de temps. Et ouais, j'imagine, ouais, donc un couple actif, parents, mais aussi avec des vies professionnelles hyper intenses, hyper riches, donc ça c'est génial. Cédric, si on remonte un petit peu dans le temps, est-ce que toi, tu as toujours su que tu voulais être père de famille depuis que tu étais petit garçon? C'est quelque chose qui est venu un petit peu plus sur le tard. Raconte-nous comment ça t'est venu. Mais en fait, c'est surtout quelque chose que j'avais pas du tout interrogé, quoi. Parce que pour moi, Mm. c'était normal. À partir du moment... Alors, l'hétérosexualité était pas forcément... j'avais déjà compris à jeune adulte que c'était une norme enfin, qu'on pouvait facilement ne pas Ne pas suivre, suivre, en tout cas ouais. dans mon milieu à moi, mais moi je suis hétéro, donc du coup j'avais ce modèle-là hétéronormé, donc on trouve une femme, on se marie et on fait des enfants. Voilà, c'était Le c'est schéma quelque chose que classique. voilà, et du coup avec Nella, ben, on s'est trouvés, on s'est pas mariés. Mais on a quand même fait des enfants, et ce qui est intéressant, c'est que je suis devenu père à 35 ans, si tu veux, et j'avais vraiment pas jamais questionné ça, tu vois. Mais à 28 ans, j'ai eu Ouais. un truc dans les tripes, quoi. Voilà, je voulais devenir papa. Ça m'a pris à ce moment-là, vers 28 ans. Donc c'était, Ouais, tu l'as senti physiquement, psychologiquement que ouais, ouais, ça t'appelait, quoi. Ça t'appelait. c'était ça. Et puis c'était aussi, tu vois, moi j'ai toujours aimé l'échange, la transmission, l'accompagnement, etc. Donc
c'était aussi pour moi, si tu veux, le moment où j'avais envie de transmettre sur ces sujets, enfin, tu vois, un nouvel être, voilà, enfin, je sais pas trop comment l'exprimer, tu vois, mais j'avais vraiment ce souhait de vivre ce moment-là de transmission et d'accompagnement et de découverte, aussi beaucoup d'observation. Ouais. Euh, et, euh, et ça m'a pris, quoi. Ça m'a pris. C'est fou. Donc là, tu étais déjà avec ta compagne? Ah oui, oui, puisque ça va faire 19 ans qu'on est ensemble, donc Ah oui, vous êtes rencontrés hyper jeune. Vous aviez quoi, 20 ans, 21 ans? on avait 20, ouais, 22 ans, on s'est mis ensemble. Ah ouais, d'accord. Et elle, où est-ce qu'elle en était sur sa réflexion? Est-ce qu'elle voulait déjà des enfants ou elle préférait attendre un petit peu? Mais elle, à ce moment-là, elle était encore étudiante en dentaire. Elle D'accord. était étudiante en dentaire, elle était vraiment dans un mode, c'est ce qui a fait qu'il y a eu autant d'années d'attente, hein. Dans un mode, attends, moi je veux finir mes études, parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, elle gagnait rien, ou très peu, et on vivait que sur mon salaire, donc voilà. Et, euh, et c'est vrai que sa position, c'était plutôt de dire, attends, moi j'ai besoin de finir mes études, je veux pas être enceinte avec mes études, j'ai besoin d'avoir ouvert mon cabinet, j'ai besoin de... Voilà, elle voulait une situation plus stable, ce que je comprends, hein, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est pas non plus évident, parce que toi, en plus, du coup... bah, aussi égoïste que ça puisse paraître, tu te retrouves à dire, ok, donc moi, mon désir d'enfant, du coup, bah, Qu'est-ce que j'en fais? non, quoi. Après, tu vas me dire, hein, j'ai toujours l'option de dire, ok, très bien, bah écoute, puisque c'est pas le moment pour nous, moi, c'est le moment pour moi, on se sépare et je vais chercher une mère pour mes enfants, tu vois. Mais bon, Bien sûr. bien heureusement pour nous, c'est un petit peu plus complexe que ça, les situations de vie. Et non, non, du coup, on a attendu. Il s'est passé en plus plusieurs choses dans nos vies. On a failli se marier, ça s'est pas fait. On a failli se séparer, ça s'est pas fait. On a fait une thérapie de couple. J'ai fait une thérapie de mon côté, elle aussi. Et Ouais. du coup, en fait, on est arrivé à 35 ans. Enfin, moi à 35 ans, elle à 33, avec, avec une première parentalité qui était aussi dans un contexte de connaissance de soi beaucoup plus affirmé et développé que ça ne l'était à 28 ans pour moi, en tout cas 28 et 26 pour elle. Bah oui, carrément, tu avais pu en fait cheminer, comprendre des choses sur toi, sur ton couple, sur votre façon d'être seul et à deux aussi, pour s'engager dans une aventure de manière la plus sereine, on va dire, possible. C'est ça, et puis aussi sur le rôle du père que je voulais être, tu vois, parce qu'en fait, moi, je voulais être papa, mais avec les représentations que j'avais. Alors, tu vois, je savais que je voulais pas reproduire certaines violences, parce que moi, j'ai connu le martinet, la fessée, l'insulte, Ah oui, la gifle, la punition, l'humiliation, d'accord. les insultes, etc. Ce qui était la norme hein, à mon époque dans l'endroit où je Mhm. vivais. Ouais. Et je précise aussi pas que des parents, il y avait aussi les grands-parents, les oncles, les tantes, l'école, la boulangère pouvait Ah en oui. coller une. En fait, tout le monde frappait les enfants, hein. Ouais, c'était admis, Voilà, normal. c'était admis qu'un enfant, s'il fait quelque chose qui déplaît à un adulte, il peut être frappé, par exemple. Mais ça, moi, si tu veux, ça m'a toujours dérangé. Déjà, ça me dérangeait beaucoup étant enfant, hein, d'être frappé juste pour exister. Et, J'imagine. euh, et c'est quelque chose que je voulais pas reproduire. Néanmoins, tu vois, j'étais toujours dans cet état d'esprit de me dire, ouais, mais bon, tu comprends, mes parents, ils ont fait de leur mieux. Peut-être que des fois, tu vois, frapper un enfant, ça fait du bien. Et puis c'est vrai que des fois, j'étais con et tout. Là, j'avais pas encore fait ma thérapie. Après avoir fait ma thérapie, j'étais Ok. là, bah non, 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 ça sert vraiment à rien. Néanmoins, peut-être que quand ça déconne trop, bah, une gifle, ça peut aider à remettre les idées en place. Et ça, je te dis ça, je devais avoir encore 33 ans, tu vois. J'avais pas encore vraiment cheminé sur ce sujet éducatif et de la non-violence éducative. Et, Mhm. et du coup, ça m'a permis d'avoir fait ce chemin, tu vois. Et de me Ouais, bien dire, sûr. OK, en fait, non, je veux pas. Mais après, c'est aussi une grosse perte de repères. Parce que quand tu n'as connu que ça comme modèle de paternité, que ce soit celle que moi j'ai connue, mais aussi celle de mes amis, hein, mais en fait, tu sais même pas ce que c'est être un papa, tu vois. Je veux dire, à partir du moment où un père n'est pas la représentation de l'autorité violente, Mhm. et c'est pas celui qui pouponne, hein, tu vois, c'est celui qui fait juste l'autorité, qui est là pour la discipline, et souvent avec violence, et parfois la transmission, bien entendu, de choses que lui, il aime, et pas forcément des choses que toi, tu aimes en tant qu'enfant, bah, je savais pas ce que c'était un papa, tu vois. J'avais aucun repère. Et donc, bah, Eh il a oui, fallu eh oui, t'avais construire. pas de représentation. Il a Bien fallu sûr. construire, et bien sûr Peut-être qu'on se c'est... construit, bien sûr qu'on se trompe, bien sûr qu'on évolue, bien sûr. Et c'est là où la force de ma formation en management et en accompagnement m'a beaucoup aidé personnellement, tu vois, à
à m'auto-accompagner, en fait, tu vois, sur, ok, très bien, je sais que je vais me foirer, c'est pas grave, je vais tenter des trucs, c'est pas grave, je sais juste où je mets mes lignes, où je mets mes limites, et voilà. Ouais, c'est fou. Et à quelle période Papatriarcat est arrivé justement? Dans cette période de cheminement? Non, du tout, du tout. Papatriarcat est arrivé, donc c'était il y a 4 ans, j'avais 37 ans, 2018, non, 2020, pardon, donc j'avais l'année de mes 37 ans. Ouais, Parce qu'en fait, je suis devenu papa, et ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, je travaillais encore chez Fnac. À la d'accord. Fnac, j'étais responsable à la Fnac j'étais cadre à la Fnac de Poitiers, tout en habitant à Bordeaux. Bon, ce qui Ok. fait Ah oui. que on a assez rapidement convenu avec ma compagne que ça allait pas pouvoir durer très longtemps. Et on Mm. s'était laissé l'année 2019 pour que je trouve une solution d'employabilité, soit dans le groupe, soit ailleurs sur le secteur. Bon, dans le groupe, c'était pas possible. Et ensuite, en fait, comme entre-temps, on s'était dit qu'on voulait faire l'instruction en famille avec Sarah, on a très vite compris aussi que par rapport à la situation de Noëlla et la mienne, il allait falloir qu'on trouve une situation beaucoup plus flexible que le salariat pour ça. Donc, à la base, j'avais quitté mon emploi pas du tout pour devenir podcasteur, mais pour être dans l'accompagnement des TPE, PME, dans l'optimisation de la gestion de centres de profit, etc. D'accord. Ce qui reste de l'accompagnement en soi, mais avec une dimension beaucoup plus financière résultat. Euh, et du coup, en fait, par contre, je m'étais énormément renseigné parce que du coup, enfin, nous, on a vraiment goûté à un peu tout, si tu veux. Jamais dans le dogmatisme, si tu veux, et dans l'extrémisme. Mais bon, on a allaitement pendant 4 ans, cododo pendant 2 ans et demi, portage, Ouais. c'est toujours pas fini. Euh, portage. euh, Diversification alimentaire menée par l'enfant, donc Mm. DME, LSF, langue des signes, donc il y D'accord. a aussi eu de la HNI, de l'hygiène naturelle infantile. Enfin, tu vois, tous les Ouais. trucs de comportement proximaux avec l'enfant, on y a goûté. D'accord. Toujours en adaptant à notre sauce, ça c'est important, et je tiens à le préciser, c'est pas parce que ces comportements-là sont à prendre comme des inspirations, mais à toujours adapter à sa sauce. C'est important parce que je peux lire à droite à gauche qu'il y a des trucs qu'on vous dit si tu fais pas ça. Un exemple tout bête, tu vois, sur la chenille, et mon amie Ouais. Rokia Hossein, qui est psychométricienne spécialiste du sujet, ira dans ce sens-là, elle est passionnante. Nous, si tu veux, par exemple, la chenille, donc Sarah n'avait plus de couches, on a fait ça à D'accord. 12 mois. Ouais. Elle portait plus de couches, quasiment plus de couches du tout à 16 mois, du coup. Enfin, de façon diurne, hein, pas la nuit. Et Ouais. la nuit, on avait trouvé un autre système très ingénieux de ma compagne, mais ça, c'est autre chose. Et si tu veux, en fait, sauf que dans la voiture, moi, je mettais une couche. Voilà. Parce que s'il y avait un accident dans la voiture, ça m'était arrivé une fois, en fait, et franchement, nettoyer le siège bébé alors que t'es en sortie, et en plus, Mm. on te le fait à l'aller, rempli de pipi et de caca. Pour le retour, ouais. Galère. Voilà, tu vois. Donc la chenille, oui, mais et c'est vrai qu'il y a des gens qui vont te dire, mais t'as pas vraiment fait la chenille, et puis t'as pas commencé à 0 ans, à 0 mois. Tu vois, bah, ok, très bien. Si tu veux, tu peux voir les choses comme ça. Mais c'est pas comme ça qu'on va, je pense, rassurer les parents, etc. Et surtout, la décision majeure que j'avais prise, c'est que j'avais pris un congé parental que je trouve petit, mais en tout, si tu veux, entre le congé paternité qui était 2 semaines pour moi à l'époque, le cumul de mes congés d'été Ah ouais. puisque ma fille était née le 7 juillet, j'avais Mm. pu prendre en tout 3 mois. Voilà. D'accord. Ok. En fait, j'avais pris un mois, un petit peu plus d'un mois. Euh, Puis ensuite, j'avais dû retourner travailler 2 semaines parce que j'avais un arrangement professionnel avec mes collègues du comité de direction. Et ensuite, j'avais 2 mois de congé parental. Voilà, ce qui Ok. Et était. Noëlla était aussi à la maison à cette période-là ou elle avait repris le travail plus tôt? Alors, Comment ça se Noëlla passe? était à la maison du coup en congé maternité Ok. et elle a repris le travail partiellement 2 semaines avant moi. Et ça, Ah c'était ouais. important. D'accord. Ça, c'était important parce que du coup, c'est là où tu vas te retrouver tout seul avec bébé. Ah, et oui. Et Et alors, oui, comment tu l'as vécu justement? alors la première journée a été particulièrement difficile parce que Sarah pleurait énormément. Et Mm. ça m'avait vraiment challengé parce que, tu vois, j'ai la conviction, et je l'avais déjà, que bien sûr que ces pleurs étaient dus au simple fait qu'en fait, bah, tout à coup, sa mère est plus là, que le sein n'est plus là, qu'il y a des Eh repères oui. qui changent et que c'est pas facile. Et je savais bien que c'était ça, tu vois. En gros, donc j'ai essayé de la calmer comme je pouvais, mais j'étais assez stressé de, euh, de ces pleurs que je comprenais pas, que j'arrivais pas à calmer, tu vois. Tu te sens aussi incompétent, Ouais.
Du coup, ça te renvoie, voilà, à différentes choses. Ça peut te renvoyer à différentes choses. Et tu te sens vite débordé. Et ça, ça a été vraiment la première journée. D'ailleurs, je me rappelle de ce moment où tu vois, c'est la fois où je me suis dit, à un moment, euh, c'est- on a tous et toutes une limite, tu vois. Et ça arrivait très vite, du coup. Mais ça, je le savais grâce à mon expérience en management. Et tu sais, souvent, j'entends des parents qui disent, ou je peux lire sur les réseaux sociaux, des gens qui vont dire, mais si tu laisses pleurer ton bébé, c'est une violence, il faut pas, faut prendre sur toi, patati patata. Non, 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 non. Si à un moment vous sentez, et je pense que c'est important de le dire, que ça va pas, faites un break. Et tu vois, ce que j'ai fait, en fait, c'était la cinquième très grosse crise de la journée, j'en pouvais plus. Entre-temps, j'avais appelé en plus, j'ai fait la connerie d'appeler une personne de ma famille qui est pas du tout dans le même mode éducatif, qui me disait, bah oui, les caprices, ça commence à veut te manipuler un bébé de 2 mois et demi, hein. Ouais, bien Donc, sûr. ouais, mais tu vois, mine de rien, en fait, ça vient te mettre l'idée Mm. dans la tête. Donc, voilà, donc ça réveille, tu vois, ce que toi, t'as connu, même si c'est quelque chose que t'as écarté, ça vient réveiller des choses. Et en fait, si tu veux, je me suis dit, putain, je vais péter un plomb. Et tu vois, j'ai eu cette phobie d'impulsion de me dire, je vais l'exploser contre le mur, quoi. Et là, Bien je me sûr, je suis dit, comprends. alors la phobie d'impulsion, c'est pas une honte, hein, c'est important d'en parler. Et c'est justement un Ouais, mécanisme de notre cerveau pour nous dire, attention, attention, là, t'es dans une zone où tu n'as pas envie d'aller. Et si tu veux, bah, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, ma fille pleurait. Je l'ai posée de manière sécurisée dans le parc, voilà. Je l'ai posée. ouais. On habite à la campagne, on a une maison avec jardin. J'ai pris un verre d'eau avec moi. Donc, elle Ouais. pleurait toujours, hein. J'ai pris un verre d'eau avec moi, j'ai fait le tour de la maison tranquillement, tu vois. En marchant, ça a dû durer 5, je sais pas, entre 3 et 5 minutes. En buvant mon verre d'eau tranquillement, parce qu'en fait, petite astuce aussi, boire un verre d'eau tranquillement, ça vous oblige à réguler votre respiration. Et oui, quand tu respires par le nez en buvant, en fait, quand t'es pas dans un effort physique intense, tu vas réguler ta respiration. Et même si tu es dans un effort physique intense, ça va t'aider à réguler ta respiration. C'est un truc, petite astuce sportif, méditatif, ce qu'on veut. Super astuce. Ouais. Et si tu veux, je suis rentré. J'étais mieux. Je l'ai prise dans mes bras, elle a arrêté de pleurer. Ah oui. Tu Elle vois. a sûrement senti aussi un certain apaisement Elle a de senti ta part. peut-être un certain apaisement, peut-être aussi que... en fait, je saurais jamais si ça se trouve, elle sentait un certain apaisement. Des personnes m'ont dit, bah oui, forcément, tu l'as abandonnée, donc elle te retrouve, elle bride ses émotions pour pas que tu l'abandonnes à nouveau. Bon, voilà. Ouais. C'est pas mon vécu en tout cas. Mais dans tous les cas, oui, mais tu vois, c'est important d'en parler parce que je vois pas forcément des pères, hein, dans ces injonctions-là, mais ceux qui plongent dedans, je les vois aussi parfois y aller dans ces injonctions. Ce dont un enfant a besoin, c'est avant tout d'un parent qui va bien On est pour bien d'accord. s'occuper de Ouais. bébé, tu vois. Très important ça. Mm. Et tu vois, et mon seul regret sur cette journée, le premier, c'est de m'être dit que j'allais vraiment rester tout seul toute la journée. Alors que si j'avais eu une personne qui passe, une grand-mère, pas forcément qui reste, tu vois, mais une grand-mère, des amis, ce qu'on veut, ben, je l'aurais vachement mieux vécu, tu vois. Ouais. Et le truc aussi, c'était que bah, dès que j'aurais senti, je pense à la deuxième crise, que ça commençait à me tendre, eh ben, j'aurais tout de suite fait mon petit tour, tu vois. J'aurais pas laissé le stress, la pression s'accumuler, tu vois. Ouais, ouais, je comprends. Et ça, c'est vraiment des trucs que tu apprends sur le tas, tu vois. Que tu apprends sur le tas, mais qui demandent aussi d'avoir... Moi, je suis vraiment content de mon expérience de vie, si tu veux, qui m'a permis d'avoir ce recul, parce que je vois vraiment beaucoup de parents aussi qui plongent à se dire que ce sont des grosses merdes, qui comprennent pas leur enfant. Ça alimente la dépression, ça alimente les risques aussi en vérité, hein, ça alimente les risques de bébés secoués, etc. Tu vois, donc Tout à fait. il faut vraiment faire gaffe Ouais. à tout ça. Mais donc voilà, tout ça pour te dire que on avait plongé là-dedans. Pour revenir à ta question initiale qui était le papatriarcat, on avait plongé là-dedans et en fait le problème pendant la grossesse et après l'arrivée de bébé d'être à Poitiers, c'est que bah, il y a des fois où j'étais pas beaucoup à la maison, puisque Ouais. je pouvais passer une nuit ou deux à Poitiers, et que même ces moments-là, si tu veux, concrètement, mon rythme, même quand je faisais aller-retour dans la journée, c'est je partais à 7h30, je prenais le train, je rentrais, il était 20h30, je voyais quasiment pas mon bébé. Le Mm. temps de faire le ménage, faire ma part à la maison, faire le ménage, nettoyer le tirelet, il est 20h30, ça me prenait 1h30. Je mangeais ensuite. Ensuite, Ouais. on se regardait un épisode de série avec Noëlla. Ouais. Et voilà, je m'endors, il est 23h30, je me lève le lendemain matin à 6h. Et ça, Ouais. c'était chaud. Je Intense, ouais. déciderai finalement après de manger dans le train et de prendre un sandwich pour gagner une T'as petite réadapté un petit peu, 20 ouais. minutes, une demi-heure, tu vois. Mais, Ouais, euh, ouais.
mais voilà, et donc mais ça c'était l'inconvénient, mais l'énorme avantage c'est que j'avais beaucoup de temps seul pour lire, pour me documenter, pour tout ça, et donc j'ai plongé dans ces connaissances-là. Et si tu veux, ça m'a permis avec mes compétences d'accompagnement et de management, en fait, quand j'avais des discussions avec la famille, avec les collègues, avec les amis sur ces choix éducatifs qui étaient tellement critiqués tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Ouais. euh, En fait, si tu veux, j'étais vraiment dans une posture d'essayer de comprendre leur point de vue, machin et tout. Et pareil, tu vois, quand on a fait l'instruction famille, j'ai pris des postures en fait d'accompagnant. Et Noëlla, qui écoutait énormément de podcasts, m'a dit non mais attends, chérie, ça c'est super. Enfin, on n'entend pas de mec dire ce que tu dis Mm. sur aucun sujet. On a des podcasts de maternité, donc il y avait Bliss qui s'était lancé, la matrescence et tout. On entend beaucoup de mamans qui parlent, mais qui parlent en plus entre mamans, co-mamans. Ouais. Et voilà, et elle m'a dit, je pense que tu as un truc à apporter aussi de la façon dont tu le dis. Bon, moi, je t'avoue que là, on est en 2019, c'est ma dernière fin d'année à la Fnac, et la fin d'année, Ouais. c'est un moment intense. Je lui dis un petit peu, bon, ben, ouais, ouais, c'est bien, tu vois. Mais elle avait semé sa graine, elle avait semé son idée, et en fait, quand j'ai arrêté de travailler, donc enfin, quand j'ai quitté mon emploi à la Fnac début 2020, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Pourquoi Ouais. pas? Et donc, j'ai acheté un micro à 20 balles d'occasion sur Le Bon Coin. J'ai commencé à scripter quelques sujets d'épisodes que je voulais faire. J'avais commencé à faire des épisodes solo. Et puis go, c'est bon, c'était parti. J'ai lancé ça, j'ai fait mon visuel par Fanny Vella que je connaissais pas spécialement à ce moment-là. Ouais. Et puis c'était parti. J'ai créé un compte Instagram parce que je n'étais absolument pas sur Instagram avant Papatriarcat. Ah oui, Euh, d'accord, j'avais t'étais pas ju- branché réseau à titre perso. Ah non, 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 pas du tout. Pas du tout. Ça a été une Ouais. découverte, ça aussi, hein. Et Mm. ça l'est toujours par ailleurs. Et, Mm. euh, et si tu veux, voilà, j'ai lancé le truc. Et je pense que aussi le confinement a aidé quand même à ce que les gens aient du temps pour écouter ce genre de choses et aussi chercher des solutions pour comprendre euh, euh, comment vivre avec ces enfants qui tout à coup, enfin tout à coup les gens, certaines personnes vivaient avec leurs enfants, Mm. Bien vraiment, sûr. Et là, tu ils vois, découvraient aussi leur rôle de parent, de père, de mère d'une manière complètement différente par d'une manière rapport à complètement d'habitude où ils différente. sont vachement gardés à l'école, à la crèche, etc. Ouais. Tu vois, et de la même manière, le nombre de mecs salariés, tu vois, même d'anciens collègues, hein, la Fnac de Bordeaux où j'ai travaillé et que j'ai revu après, qui me disaient, mais en fait, j'ai halluciné parce que t'en as qui ont leur femme qui est au foyer. Il m'a dit déjà, j'ai halluciné de tout ce qu'elle faisait. Tu vois. Et là, on se parle de gens qui ont Mm. des enfants qui sont un peu plus grands, tu vois, déjà, et qui sont en couple depuis 20 ans et tout, et Enfin, qui se sont jamais posé la question, hein. Mais c'est bien, hein, car on se la pose, tu vois. Moi, c'est ce que je vois. mm. Et il m'a dit, et puis surtout, en fait, ben, j'ai passé du temps avec mes enfants, quoi. J'ai vraiment passé du temps avec mes enfants. Pas dans un temps de vacances, si tu veux, parce qu'on fait l'erreur en France et souvent dans d'autres pays de croire que, tu sais, les vacances, c'est fait pour récupérer en France. Souvent, Ouais, t'entends c'est vrai. ça, ben, je vais être en vacances, je vais Mm. pouvoir me reposer. Ben, si D'accord. on doit se reposer pendant ces vacances, c'est qu'on a un problème sur son temps de travail. On est d'accord. Ouais. C'est que le temps travaillé n'est pas Ouais, bien ouais, carrément. équilibré. Et que c'est pas forcément la faute du salarié hein, ou de la salariée, hein, mais qu'il y a un sujet dans l'entreprise. Et du coup, en fait, c'est aussi pour. Il me disait, en fait, là, tu vois, je me suis rendu compte que pendant les vacances, j'avais du mal à supporter mes enfants parce que je voulais me reposer du travail. Et du coup, en fait, il Mm. a changé son rapport au travail euh, Ouais. pour pouvoir, justement, ensuite, quand il était en vacances avec ses enfants, mais profiter de ses enfants. Tu vois, être moins dans cette recherche de repos, de machin, et plutôt être dans se dire, OK, en fait, pendant les vacances, on est là pour profiter de notre temps ensemble, quoi. Et Et donc, voilà, oui. il y avait plein de choses comme ça où il y a des gens et il y a des gens qui ont pu s'inspirer de ça et donc ça a lancé ça et puis après il y a eu des premières invitées comme Noémie Delattre, Marion Querc et puis du coup j'ai commencé à inviter d'autres personnes et puis en fait ça m'a plu d'interviewer des gens puisque ça fait aussi appel à mes compétences d'accompagnant mine de rien pendant les Et interviews. ben oui, tout est lié finalement. Hein. Exactement et voilà, c'était lancé, quoi. Et je précise aussi que du coup, mon projet de reconversion professionnelle était tombé à l'eau puisque confinement, puisque pas de formation, puisque voilà. Ah oui, d'accord. Ouais, donc tout s'est goupillé. Tu as pu lancer du coup Pas Patriarcat, le podcast. Et pendant ce temps-là, comment tu gérais la garde de Sarah? Est-ce que, donc, pendant le confinement, évidemment, elle était avec vous. Et à la reprise un peu d'une vie normale, c'est toi qui gérais en parallèle de ton activité sur Internet? Oui, bien sûr. Bah, alors à ce moment-là, déjà, à ce moment-là, je suis surtout au chômage, hein.
Ouais. Papatriarcat, lancé en mars 2020, ne sera pas monétisé avant septembre 2020. Les D'accord. premiers éléments de monétisation rapportent entre 100 et 150 euros par mois. Ouais. Voilà, donc Donc, c'est pas ouf. Il faudra attendre juin. Non, il faudra attendre mars 2021 pour que j'ai un mhm. premier contrat à 1500 euros et juin 2021 pour que j'ai un premier contrat à 3600 euros. Alors ça peut paraître gros hein, comme ça, mais Ouais. quand on fait de l'entrepreneuriat, faut pas oublier que entre mars et juin, par exemple, ben, on est à 100, 150 euros, peut-être 200, il y avait un Mm. petit peu plus d'écoute, quoi. Euh, c'est ça qu'il faut pas. En fait, faut pas voir les sommes hein, sur des moments fixes. Ça veut pas dire qu'on gagne ça par mois, pas du tout. Tu On est vois. d'accord. Je pense que c'est important. Non, mais je pense que c'est important d'être transparent. Si tu fais la première année d'activité complète de Patriarcat en 2021, c'était 12 000 euros de chiffre d'affaires. Mm. Donc, sur ces Ouais. 12 000 euros, t'enlèves l'URSSAF, t'enlèves les frais de fonctionnement, tati tata, et t'arrives à peu près à 7 000 euros de résultat net, quoi. Bon, Ouais, 7 ouais, 000 bien euros sur sûr. l'année, c'est pas un salaire. En tout cas, moi, c'est pas un Non. salaire qui me permet de vivre. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, donc Donc, une première année au chômage où tu lances ton activité qui voilà. commence tout doucement Voilà. à être Je me Ouais. forme aussi, j'étoffe un peu. J'avais un sujet comme la programmation neurolinguistique, la PNL, qui m'intéressait déjà quand j'étais en entreprise. Donc, j'essaie de me former à ça. Alors, je pense aussi qu'il faut être honnête là-dessus. La PNL, je vois beaucoup de gens qui font de la PNL qui disent que c'est un outil magique, qui va résoudre tous les problèmes. Absolument pas, hein. C'est, Mm. c'est faux, hein. La science a d'ailleurs prouvé qu'une bonne partie de la PNL n'a pas une efficacité telle que proposée par beaucoup de gens. Donc, je pense que c'est important de le dire parce que tu vois, moi, je pense qu'il faut être transparent avec les gens qu'on accompagne. La PNL, ça permet surtout souvent de faire. Pour moi, c'est plutôt un outil de coaching qu'un outil Ah oui. de guérison. Même s'il peut y avoir des choses très intéressantes avec des techniques qui sont d'ailleurs reprises ou plutôt utilisées en Mm. psychologie. Mais d'autres techniques sont pas aussi efficaces que ce qu'on vient de nous le dire. Je me suis aussi beaucoup intéressé au sujet de l'enfant intérieur et j'ai fait une formation pas en France mais à l'international du coup, puisqu'en France je trouvais rien de pertinent sur le sujet. Euh, Bah oui, oui, parce qu'en fait une fois que t'as lu tout Alice Miller, tu t'aperçois qu'en France bah, il y a des gens qui t'en parlent de l'enfant intérieur, mais un peu, voilà, t'as des trucs qui sont extrêmement spirituels, comme si c'était un espèce de guide suprême de ton toi intérieur. C'est absolument pas ça le sujet, hein, soyons très clairs. Ouais. Et donc, voilà, je trouvais ça un peu dangereux d'aller sur ces sujets-là. J'ai eu du coup la possibilité de le faire avec un organisme anglo-saxon. Et du Génial. coup, voilà, ça m'a ajouté des choses pour aider sur des sujets émotionnels aussi que je voulais travailler avec les clients que je peux accompagner et les clientes. Mm. Donc voilà, je me forme à tout ça en même temps. Et parce que je me dis, tiens, je vais essayer de lancer aussi une activité d'accompagnement parce que j'adore ça en fait. Et surtout, ça me manquait, tu vois, ça me manquait. Donc cette activité a évolué, évolue toujours, elle va évoluer encore. Et là, au moment où on se parle, je suis en train de justement de la faire bifurquer plutôt vers quelque chose qui va aller plus vers les conférences pour essayer de toucher un plus grand nombre. Et plutôt aussi vers du coaching pur, vraiment sur mes sujets d'accompagnement. Même quand c'est de l'émotion, quoi, avoir vraiment des coachings purs. Euh, Parce que, bah, déjà, parce que j'aime pas trop le fait que les. Il y a des gens qui font de la santé mentale, qui sont des psychologues et psychothérapeutes ou psychiatres. Et, euh, et pour moi, c'est ça. C'est ça la première intention. Et après, par contre, c'est vrai que on peut avoir des techniques qui vont être plus diversifiées en sortant de ce champ-là. Mais là, en fait, on tombe plutôt dans le champ du coaching. Voilà. Eh oui, Donc, d'accord. autant le préciser. Mais tout ça, en fait, ça me donne beaucoup de liberté. Et donc, Sarah, si tu veux, à ce moment-là, bah, déjà, je suis au chômage. Deux, on démarre l'instruction en famille. Ok. Alors, dis-nous Tu un petit vois? peu ce que c'est exactement, en quoi ça consiste. Alors, l'instruction en famille, c'est ce que les gens vont communément appeler le fait de ne pas, enfin, en tout cas, c'est le fait de ne pas scolariser son enfant. Et c'est ce que les gens vont appeler l'école à la maison. Pour que ce soit un peu clair, un peu plus clair, il y a deux grands courants dans l'instruction en famille. Il y a ce qu'on appelle le Mhm. homeschooling, c'est-à-dire on va faire Ok. l'école à la maison. Ça peut aller avec des organismes réglementés comme le CNED, par exemple, ou tout simplement sans organisme réglementé, mais prévoir des temps scolaires à la maison, on va faire des maths, on va faire des trucs. Et tu as ce qu'on appelle le unschooling. Le Mhm. unschooling, qui est ce qu'on a fait, qui est plus inspiré d'une certaine liberté d'apprentissage autonome et spontané de l'enfant. Il y a des ressources Génial. très très intéressantes à lire sur le sujet, comme les écrits
de Peter Gray, Peter Gray, Libre d'apprendre de mémoire, qui est aussi dans le podcast, hein, Peter Gray, Pas Patriarcat. Ouais. John Holt, Les apprentissages autonomes, tout simplement. Hyper intéressant. Mhm. Sir Ken Robinson. Je pense aussi à mon ami André Stern, ses livres joués et Je ne suis jamais allé à l'école, par exemple. Ça peut être très très intéressant de les lire. Son père aussi, Arnaud Stern, sur les sujets du jeu de peindre, qui amène vraiment une vision de l'expression spontanée de l'enfant assez inédite et très, très, très différente. Et donc on part là-dedans. Et, euh, et c'était génial. C'était génial. Alors, il faut aussi que je précise qu'on a la chance, nous, d'avoir des relais sur place. C'est-à-dire qu'on a deux grands-mères qui à ce moment-là, avaient une journée complète chacune avec Sarah. Donc, une le Super. lundi, une le vendredi, une le mercredi. Et Noëlla qui prenait une demi-journée dans la semaine en plus du week-end. Ok. Donc, du coup, si tu veux, moi, j'ai construit cette activité en ayant, très concrètement, 2 jours et demi un petit peu cool pour bosser. Euh, Mhm. Néanmoins, j'ai aussi pris un parti différent, c'était de dire, Sarah fait partie de ma vie. Mhm. Donc, les enfants font partie de la vie sociale, font partie de la société. Donc, quand j'ai des réunions, quand j'ai des écoles, alors peut-être pas pour les enregistrements de podcast, tu vois, ça je le calais quand elle n'était pas là, mais pour une simple réunion, que ce soit avec une marque, que ce soit pour mon livre, pour mon premier livre, que ce soit ou quoi, ben Sarah pouvait être là en fait. Eh oui. Bah oui, ça C'était faisait aussi partie de simple ta que vie ça. finalement. Il n'y a pas de raison de toujours exclure les enfants et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous est vachement demandé, je trouve, même si c'est pas forcément dit de manière claire. Mais partout où on va, c'est mal vu si on a un enfant qui pleure, même au supermarché, par C'est ça. exemple. On peut être un peu regardé de travers alors que les enfants sont partout. Donc pourquoi les ranger dans des cases ou les exclure complètement de notre vie en société, quoi. Ben en fait, si tu veux, le truc, c'était vraiment de se dire, les enfants euh, sont pas forcément partout, parce qu'il y a aussi des endroits où ils n'ont pas à être, tu vois. Par Mm. exemple, un club échangiste Oui, n'a pas à accueillir des enfants, on est d'accord. hein. C'est surtout que, en fait, c'est faut comprendre que les enfants, mais c'est ça, tu vois, à cette époque-là, je le conscientisais pas autant que je le fais aujourd'hui, hein. Mais Oui. surtout comprendre que les enfants sont là, en fait. Ce sont pas des accessoires, tu vois. Après, qu'il y ait des gens qui soient perturbés par la présence d'enfants, je le comprends totalement, culturellement, socialement. Néanmoins, dans ma position à moi, quand j'ai un podcast de parentalité, que je traite de sujet de parentalité, venir me dire que mon enfant n'est pas la bienvenue, bah ok, très bien. Ça veut juste dire qu'on va pas travailler ensemble. C'est pas un problème. C'est Mm. aussi simple que ça, en fait. Et de D'accord. mon côté aussi, bien entendu, que ça s'entend dans certains de mes épisodes, ben, bien sûr qu'on a fait des épisodes qui étaient coupés par les enfants. Alors, des fois, ils sont coupés au montage, des fois, on les laisse. Des fois, c'est des bébés qui sont en train de téter qu'on entend pendant que la maman parle, par exemple, au micro. Et c'est très bien. Et c'est très bien. Et fort heureusement, je n'ai jamais eu une seule remarque négative là-dessus. Tu vois, donc, je trouve que ça permet, tu vois, justement, de faire évoluer, de faire bouger les lignes. Ce sont des petits gestes comme ça du quotidien. Et puis moi, en fait, c'est devenu du coup très vite naturel, quoi. Que Sarah soit là pendant ces 2 années d'instruction en famille qu'elle a fait, que Sarah soit là, qu'elle puisse donner son avis, etc. Et l'avantage de l'apprentissage autonome, c'est que, tu sais, souvent, je vois les gens en instruction en famille, parfois, mais aussi, tu sais, même les enfants de parents scolarisés. On en parlait d'ailleurs hier avec une maman à l'école, puisque maintenant Sarah est scolarisée. On veut absolument faire des activités aux enfants. Oui, tout le temps les occuper. Oui, mais pourquoi en Mm. fait? Alors, Mm. d'une part, parce qu'on pense que ça peut être une responsabilité, c'est bon pour un développement, etc. Bon, ce qui est bon pour les enfants, c'est de jouer. Et la plupart du temps, ils n'ont pas besoin de nous pour jouer. Et en plus, comme le dit Peter Gray dans notre épisode et dans Mm. ses écrits, ce qui est intéressant, et ça s'est démontré scientifiquement, c'est que c'est plus intéressant pour les enfants, notamment, de jouer sans la direction de l'adulte que de jouer sous la direction de l'adulte. Ça veut aussi dire que quand on vient jouer avec l'enfant, on, on vient découvrir son jeu, qui est quelque chose de très sérieux pour l'enfant. Et pour moi aussi, mais pas forcément pour la plupart des adultes. On vient découvrir son jeu, on rentre dans son univers de jeu. On vient pas lui dire c'est comme ça qu'il faut jouer. Et le problème des activités souvent qu'on fait aux enfants, c'est qu'on vient leur dire c'est comme ça que tu dois faire. Ouais, Donc ouais. premier Ok. point, donc on va se mettre une grosse pression là-dessus. Et du coup, en plus, ce qui avait de chouette, c'est que bah, elle a exploré tout ce qu'elle avait envie d'explorer, quoi. Moi, j'étais juste responsable de la qualité de ce que je pouvais lui transmettre, mais certainement pas de la quantité ou du sujet.
Et en fait, tu t'enlèves une immense pression, quoi. Bah ouais, Tu c'est vois. sûr, ouais. T'as trouvé ça T'enlèves une immense facile, pression. finalement? Ah ouais, grave. Ouais, grave, mais là, encore une fois, mon, mon passé de coach en entreprise, tu vois, de manager coach en entreprise. C'est que euh, moi, je suis connu en entreprise pour autonomiser les équipes. Tu vois, c'est ma patte, c'est ma marque de fabrique. C'est-à-dire que C'est ton euh, expertise? moi, en fait, c'est fou le parallèle qu'il y a entre management et parentalité, hein. Ah bah Euh, oui. il y a un vrai sujet, tu vois. Et si tu veux, en fait, pour moi, c'était OK, tu veux faire comme ça, vas-y, fais comme ça. L'important, c'est que c'est t'expérimentes. Mais parce que c'est la même chose que je faisais avec mes collaborateurs, mes collaboratrices, si tu veux. Et Mm. même quand au fond de toi, tu as la conviction qu'ils vont se planter, ben déjà, un, ça sera apprenant de se planter. Et deux, mais combien de fois je me suis dit, bah, ça a pas fonctionné. En fait, si, ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'en fait, ton collaborateur, ta collaboratrice, c'est quelqu'un qui a souvent l'expérience du terrain, l'expérience de où elle est. Tu vois, parce que moi, j'ai changé de restaurant d'abord chez McDo et ensuite de magasin chez la Fnac. Ensuite, j'ai Ok. aussi travaillé de façon plus courte dans d'autres entreprises comme ça pour aller autonomiser des équipes. En fait, Mhm. ce sont ces personnes-là qui ont l'expertise, tu vois. Donc toi, tu peux avoir bien sûr que tu peux amener une expérience, une optimisation des process, etc. Mais ce sont ces personnes-là qui connaissent le mieux le terrain. Et bien souvent, tu es surpris parce qu'en fait, ben, ça fonctionne, quoi. Et du coup, avec l'enfant, c'est ça, mais en permanence, en extrêmement intéressant. Et du coup, l'enfant ne se concentre que sur le processus. Tu vois, je sais pas si tu as déjà vu un enfant apprendre à marcher, le nombre de fois Ouais, où bien il sûr. tombe, Ouais. où il ou elle tombe, mais jamais l'enfant ne doute qu'il va réussir à marcher. L'enfant va juste Ouais. corriger un petit peu sa posture, modifier son centre de gravité, de manière inconsciente, hein. Mm. Enfin, en tout cas, pas forcément consciente, mais décaler un petit peu un de ses pieds, etc., pour se lever, pour réussir, machin. Et l'enfant va faire, quoi. Mm. Tu vois, l'enfant est Ouais, il dans va le essayer ce qu'il processus, fait. naturellement, l'enfant est dans le processus. C'est nous qui venons imposer du résultat. Ah, mais non, mais ta girafe, ah, mais t'as vu, c'est vrai, t'as colorié, mais t'as vu, t'as débordé, etc. Ah, c'est dommage. Non, enfin, laissons faire les gosses, quoi. Et, Ouais, euh, c'est bien. et donc, tu découvres ça, quoi. Tu découvres ça, et tu découvres surtout cette pression que ça t'enlève, quand tu t'enlèves le sujet du résultat et tout. Et le pire, hein, dans tout ça, c'est que ce qui est dingue, c'est que tu te retrouves avec des enfants qui développent vraiment des compétences hyper intéressantes. Ce qui est dur dans cette approche-là, parce que moi, je suis allé à l'école, tu vois. En plus, j'étais bon élève. On m'a appris à être bon élève, tu vois. Ce qui est Ouais, dur, bien sûr. c'est que on a facilement tendance, et là aussi, je remercie ma formation et mes compétences en coaching, on a facilement tendance à voir ce qui va pas, tu vois. Je vais donner un exemple très parlant. Sarah devait avoir, on est allé chez des amis. Sarah devait avoir 2 ans et l'autre enfant 3 ans. On avait passé la matinée ensemble. Enfin, on a passé la journée ensemble. Le matin, on était parti explorer, enfin se promener. Il y avait une espèce de carrière et tout. Et je voyais le petit garçon qui grimpait partout, une motricité de ouf, quoi. Mhm. Mais qui avait un langage, ma foi, qui moi m'a pas choqué, mais qui était en tout cas moins développé que celui de ma Ok, fille, tu vois, qui elle avait 2 ans. ok. Ouais. Et, euh, et du coup, après l'après-midi, ces personnes ont une piscine, on se met dans la piscine, on s'installe, et puis Sarah parle, comme elle adore parler, et c'est vrai elle a très vite acquis une certaine fluence, un certain vocabulaire et tout. Et puis, mon ami me dit, tu sais, quand j'écoute Sarah parler, je me dis qu'on a raté un truc avec notre fils, quoi, parce que, tu vois, il a quasiment 1 an de plus et il parle pas aussi bien, quoi. Et en fait, si tu veux, le premier truc que j'ai répondu, c'est marrant que tu dis ça, parce que moi, quand je regardais ton fils ce matin, je me disais que il avait une motricité de dingue que Sarah n'a absolument pas, tu vois. Et en fait, Ah tu vois, ouais. et c'est marrant parce que tous les deux, on connaissait le développement de l'enfant, et tous les deux, on savait qu'en fait, vers 12 mois, l'enfant, si tu veux, va développer soit la motricité, soit le langage. En fait, ce sont des champs qui demandent tellement de ressources au corps qu'on peut pas faire les deux en même temps. Ou Ok. en tout cas, c'est très rare. Peut-être qu'il y en a qui arrivent, mais c'est très rare. Mais ça demande trop de ressources au corps, en fait. Donc, on va faire soit l'un, soit l'autre. Et le reste va se lisser ensuite sur la durée. Euh, et c'est marrant parce qu'on s'est vraiment fait la réflexion, putain, c'est fou, on était en train d'oublier ce que notre enfant sait faire de bien, tu vois. Enfin, a réussi à développer comme compétence
au profit de regarder ce qu'il n'a pas encore développé. Et tu vois, et ça, c'est un truc qui fait de mal à beaucoup de parents. C'est très français en plus, de pointer ce qui ne va pas, toujours regarder ce qui Ouais, ne va toujours. pas, au lieu de regarder ce qui va et d'encourager ce qui va, tu vois. Mais oui, bien sûr. Tu Ouais, vois, c'est et important justement de se poser, d'en parler aussi ouais. pour revenir un peu là-dessus et changer un peu notre façon de voir les choses, quoi. Et donc, tu vois, on peut tomber dans ces pièges-là, mais globalement, c'est aussi ça que ça m'a appris, c'est, en fait, il faut faire confiance à l'enfant, de façon inconditionnelle. De façon inconditionnelle, et ce, pour une raison très simple, c'est que l'enfant, nous aime de façon inconditionnelle, dès son existence, dès son premier souffle. C'est quelque chose que j'ai vécu et que ça m'a beaucoup ému, parce que j'avais jamais connu ça, tu vois, moi, l'amour inconditionnel. Quand ma fille, la première fois que je l'ai vue dans mes bras, que notre regard se sont croisés, nos regards se sont croisés, j'ai vu ça, ça m'a submergé, c'était beau. Et, et les enfants n'ont pas le choix de cet amour inconditionnel. Ils n'ont pas le choix d'aimer leur figure d'attachement parce qu'en fait, c'est un système de survie, sinon ils meurent. S'ils ne sont pas dans une relation d'amour avec les personnes qui sont censées assurer leur survie, ben ils meurent en fait. Euh, donc c'est ça qui est hyper intéressant. Il y a des travaux de Sarah Blaffer-Hardy dont je parle dans ma BD qui sont hyper intéressants sur ce sujet-là. Et, euh, et la seule réponse valable en fait, et je dis pas qu'on y arrive tout le temps, hein. Attention, encore une fois, il n'y a rien d'absolu dans ce que je dis, mais la seule réponse valable à cet amour inconditionnel, c'est notre amour, bien sûr, mais notre amour, il va s'exprimer dans la confiance inconditionnelle à l'enfant. Tu vois? Et ça, c'est vraiment ce que l'instruction en famille et les apprentissages autonomes et le fait de passer beaucoup de temps avec mon enfant m'ont transmis, quoi. Vraiment. Ah bah ouais, Et, j'imagine. et ce qu'il y a d'intéressant, si tu veux, c'est que maintenant que Sarah est scolarisée, bah, tu te heurtes à nouveau à ce monde où on te parle de résultats, où on te parle d'être bon partout. Il faut que tout le monde soit pareil. C'est important que tout le monde soit pareil, bon et bonne partout. Voilà, sinon t'as pas la valeur qu'il faut dans la société. Euh, mais tu vois, c'est marrant parce que en me heurtant à ce monde quotidiennement, ben, c'est un vrai effort de pas repartir dans la facilité de cette vision Ah des oui. choses. Et fort heureusement, après, ce qui sauve, en fait, c'est l'enfant, encore une fois. C'est juste que dès qu'on refait confiance à l'enfant, ben, c'est tellement plus facile, quoi. C'est Ouais, vraiment beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. Et ça t'amène des réflexions différentes, tu vois, parce que tu pourrais très bien avoir un enfant scolarisé, mais, bon, 3 ans, moi je trouve ça un peu tôt, mais pourquoi pas, tu vois, à 3 ans. Mais tu vois, par exemple, la fenêtre de tir, nous, pour déposer notre fille à l'école, avec, euh, ouais. avec le plan Vigipirate et tout, c'est 15 minutes. Ah ouais. Ah, mais c'est le cas dans d'autres écoles, hein. Ouais. Mais même 30 minutes, si tu veux, c'est pas assez. Bien On sûr. pourrait très bien se dire que l'école devrait avoir les moyens, notamment pour les plus petits, bah, d'avoir une fenêtre d'accueil de 1h30, 2 heures, quoi. Parce que tous les enfants se réveillent Ouais. pas à la même heure, parce que voilà, et que le sommeil circadien qui va pouvoir se régler et tout, mais ça prend du temps, ça prend des années. Euh, Pareil pour éviter les crises émotionnelles et tout. Ça prend des années. Donc, tu vois, il y a plein de trucs comme ça où quand tu as connu l'accompagnement de l'enfant dans le respect de son rythme et tout, tu te dis, mais putain, mais pourquoi est-ce qu'on pense la société comme ça, quoi? Ah ouais. Ouais, Tu vois, ouais. il y a d'autres trucs, et c'est pour ça que je n'exclus pas que Sarah euh, soit à nouveau non scolarisée, tout simplement, parce que bah, ce sera son choix, c'est elle qui a fait le choix d'être scolarisée, donc c'est elle qui fera le choix Ok. de se déscolariser. Ouais. Mais concrètement, si tu veux, bon, dans l'école où elle est, qui est une école publique, une école, pardon, privée sous contrat, euh, Mhm. elle n'est pas obligée de rester sans changer de position assise pendant des heures, quoi. Mais très Ah oui. concrètement, ce qu'on dit à des enfants dès 6 ans, c'est tu vas rester assis sur une chaise, et ça, c'est le cas dans beaucoup d'écoles. Je dis pas qu'il n'y a pas des profs qui font des efforts sur le sujet, mais dans beaucoup d'écoles, bah, dès 6 ans, on te dit, tu restes assis sur une chaise et t'écoutes, tu vois. C'est vrai que Non, mais c'est ça paraît. dingue. Ouais, non, c'est Déjà, clair. moi, adulte, si tu veux, quand je suis en formation, j'en On a peux déjà du plus, mal, quoi. hein. Ah Bah oui, ouais, à c'est rester sûr, concentré des heures durant comme ça, rester c'est assis sûr, sans bouger, c'est vrai que c'est compliqué. Alors pour des tout petits comme ça tu paraît vois. complètement dingue de leur imposer une telle rigueur, ouais. Et moi, dans mes formations de formateur, hormis bien sûr, dans le contexte de la visio qui est très particulier, mais tu vois, par exemple, moi, des fois, j'ai des stagiaires en visio, parce que je fais aussi des formations sur le sujet de la paternité. Ouais. J'ai des stagiaires en visio, en fait, pendant qu'on fait le truc, sauf si moi j'ai prévu une activité à ce moment-là, en fait,
bah, ces personnes, elles vont faire un brin de vaisselle, le ménage et tout, et je les laisse faire. Tant Mhm. qu'il n'y a pas le bruit qui gêne les autres personnes, je m'en fous en fait. Ouais, 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 Parce que c'est bien. tant mieux, parce que c'est justement, tu vois, il y a une dynamique de mouvement et tout qui va faciliter l'intégration de l'information et l'apprentissage. Donc, mais aux Bien sûr. enfants, on leur dit, tu restes assis, tu écoutes. Mhm. Ouais, c'est vrai que C'est quand même ouf. Moi, je rêve d'une classe d'histoire géo où tu vas, je sais pas, tu es en train de parler de la bataille de Verdun ben, pour expliquer ce qu'est une tranchée, même avec les chaises et les bureaux, tu vois. Tu vas créer un espèce de couloir comme ça, tu vois, pour montrer, tu avais la terre à cette hauteur-là, donc déplacez-vous Mhm. en canard pour voir ce que ressentait un soldat comme ça dans les tranchées avec la peur au ventre. Tu mets des bruitages, tu vois, enfin, tu mets en situation, quoi. Euh, mais c'est pas ça qu'on a. Ah non, malheureusement. Tu vois. Alors Donc, heureusement, on en parle de plus en plus. Peut-être que ça va aussi évoluer là dans les années à venir, mais ça prend du temps, tout ça, hein. C'est vrai que c'est pas forcément évident non plus à mettre en place pour les équipes pédagogiques et c'est bien dommage parce que pour les enfants, ce serait tellement plus enrichissant et même d'ailleurs pour les instituteurs, les profs, le personnel enseignant, quoi. Donc, donc voilà, tout ça en fait, ça a construit un parcours de paternité qui est un peu atypique, certes, mais Et est-ce que tu t'es heurté à des réflexions, que ce soit sur les réseaux ou de la part de ta famille, justement, étant donné que toi, tu as connu un modèle différent, de questionnements, de réflexions, parfois, ouais, que vous avez pu recevoir, de gens qui comprennent pas forcément votre façon de faire, votre façon d'éduquer vos enfants? ah, mais bien sûr. Non mais Ouais. dès la naissance, dès la naissance, dès Même la pas, oui. naissance. Ah, tu vas Même pendant la allaiter, et grossesse. combien de temps, non mais arrête de le porter, arrête de la porter, donc c'est pour Sarah, arrête de la porter, elle apprendra pas à marcher, la Ouais. LSF, ça va l'empêcher d'apprendre le langage, alors surtout Sarah, tu vois, qui a développé un langage Ouais. extrêmement fort très tôt. Euh, je sais pas, on nous a tout dit, si tu veux, on nous a tout dit, mais même sur mon activité, parce que, tu vois, il y a aussi ça, c'est que je suis un homme qui gagne moins que sa compagne, Mm. et qui a fait le choix par ailleurs de quitter sa situation de cadre dans un grand groupe pour avant tout passer du temps avec sa famille. Oui, c'est un petit peu Autant te dire, original. je me rappelle de cette discussion avec mon père, c'était d'ailleurs, je venais de signer mon premier sponsoring. Mhm. Cette discussion avec mon père, on était dans la voiture, on allait à la déchetterie, tu vois. Et il me dit, bon, d'accord, c'est sympa ton histoire de podcast, là, machin, je sais pas quoi, mais quand est-ce que tu trouves un vrai boulot, quoi? Voilà. Mais tu vois, mais encore toujours Qu'est-ce que tu observer d'où réponds les à gens. ça? Toujours. Hein? Alors, ce que j'ai Qu'est-ce que tu répondu à réponds? ça, puisque je lui ai dit, c'est que c'était, je lui ai dit, écoute, c'est marrant que tu me dis ça parce que je viens de signer mon premier sponsoring à 1 500 euros, tu vois. Voilà. Donc, ça a été ça. Et puis après, en fait, si tu veux, faut pas hésiter à. En fait, ça c'est l'avantage de la thérapie, tu vois, et de mes compétences aussi en coaching. C'est, moi, si tu veux, j'ai aucune illusion sur ma relation avec mon père ou ma mère ou quoi, tu vois, j'ai plus aucune illusion construite de croyances faites. Bien entendu que c'est une manière pour mon père de montrer son amour, de poser cette question. Il sait pas faire autrement, donc très bien. Mais c'est pas une manière adaptée, en tout cas pour Mhm. m'encourager. Lui aussi est une personne, tu vois, qui a été fonctionnaire toute sa vie. Ouais. Tu vois, donc il s'est calé vraiment sur. Je suis rentré dans un emploi et je n'en changerai jamais. Il a évolué dans sa carrière, bien sûr, mais je suis rentré dans telle entreprise, je n'en changerai jamais. Donc forcément, tenter une aventure entrepreneuriale, pour lui, c'est un milieu, tu vois, Ah oui, c'est un schéma des complètement possibilités. différent. Arrêter un poste dans un grand groupe, un poste de cadre dans Pour un se grand groupe, lancer comme ça, pour se lancer ouais. comme ça, surtout qu'en plus, il savait qu'on m'avait proposé des évolutions professionnelles du coup, que j'avais refusé Ouais. dans ce groupe. Voilà, et ça, en fait, ça va rester jusqu'au jour, toutes ces choses-là vont rester jusqu'au jour où, en fait, les faits parlent pour toi. C'est-à-dire qu'à un moment, tu dis, tiens, je vais sortir un livre. À un moment, tiens, bah, je passe à la radio, je passe à la télé, tu vois. Mm. À un moment, des gens vont croiser notamment mes parents et leur dire, c'est super ce qu'il fait ton fils, dis donc. Ah Tu vois. ouais, d'accord. À un moment aussi, si tu veux, pour revenir sur un cercle plus fermé d'amis proches des enfants, à un moment, dans les gens qui nous disaient non, mais c'est n'importe quoi, votre éducation, c'est du laxisme, machin, tu vois, etc. À un moment, si tu veux, 3, 4 ans après, quand ils voient que ton enfant, non seulement a l'air assez épanoui, mais qu'en plus, quand tu dis quelque chose, l'enfant écoute, pas obéit, Oui, ça va pas à écoute, Paris, ouais, ouais.
Alors qu'eux, Mm. ils sont encore dans la lutte permanente. Ben, en fait, on vient de dire, OK, je veux bien qu'on en parle, tu vois. Je veux bien que tu me donnes quelques petits trucs, quand même. Je veux bien que tu me donnes Ouais, ton c'est avis sur ce rigolo. qu'on fait, tu vois. Voilà, c'est là maintenant, tu vois, on nous parle plus de portage. On nous parle... Les remarques qu'on a sur l'allaitement, par exemple, elles ont changé. C'est plus tu devrais pas allaiter parce que machin, c'est plutôt mon Dieu, mais quel courage tu as, Noëlla, d'allaiter aussi longtemps, tu vois, parce que c'est clair que ça demande une mise à disposition de son corps, c'est du tirage au travail et tout, enfin du tirage de lait au travail et tout, tu vois, donc ça demande un engagement de Noëlla qui est incroyable. Euh, Même le soutien qu'on peut apporter en tant que père ou coparent sur le sujet, bien que déterminant, sur un allaitement non écourté, reste une part infime de la charge demandée. Puisque le fait de faire une tétée, ça dépense de l'énergie, déjà rien que ça. Euh, donc c'est vrai que tu vois, on n'a plus les mêmes réflexions à un moment, et c'est vrai que ce qui a été dur, ça a été de tenir, tu vois, sur la durée, quoi. Surtout dans des moments où toi-même, t'es un peu dans le doute, tu vois, quand ton enfant de 2 ans et demi, on te dit, ah, c'est le Terrible two, blablabla, et que toi, t'es là, tu fais, bah écoute, moi, je le vis pas comme ça du tout. J'ai jamais vu le Terrible two, moi. Jamais. Mm. Tu l'as pas Jamais. ressenti? Mais c'est surtout que c'est un mythe adultiste et infantiste, le Oui. Terrible two. C'est tout, en Oui, oui. fait. Enfin, on pourrait Mm. faire un épisode complet là-dessus, donc je vais pas m'attarder, mais peut-être que je le ferai, un de ces quatre, tiens, ce mythe du Terrible two. Et tu sais, parce qu'en plus, maintenant, on ajoute des trucs. Alors, Terrible two, c'est quoi? C'est Oui, teen, mais j'ai en mode entendu le teenager, terme. les fucking four, les Voilà, machins five, ça les reste cool, quoi. Diabolic Six. Non, mais c'est bon, arrêtez, en fait. Non, mais tu vois, c'est qu'on vient. C'est autant de choses qui nous disent que l'enfant est le problème dans la Oui, relation, toujours, oui, oui, c'est vrai. tu Mm. vois? Sauf que c'est une relation. On peut pas On considérer que est... l'enfant est le problème, tu vois? Et tu vois, par rapport au Mm. Table 2, c'est vrai que mon ami André Stern le dit très bien, c'est quand on sait comment fonctionne l'enfant et l'enfance, et que nos enfants deviennent principalement, pas que, hein, mais principalement tels que nous les voyons et tels qu'ils nous voient, comment est-ce qu'on peut croire, quand l'enfant est dans l'opposition, qu'en continuant nous aussi à être dans l'opposition, on va lui transmettre comment résoudre un désaccord sans être dans l'opposition? Enfin, Ouais, tu ouais, vois, complètement. quand je dis comme Ouais, ça a l'air idiot en fait. carrément. Et Mm. pourtant, combien de conseils on te dit, non, non, à 2 ans surtout, quand l'enfant te dit non, il faut, en plus, tu vois, quand tu es le père, tu vois, quand c'est toi l'homme, quand c'est toi le chef Ah de oui. famille, quand c'est toi le mâle dominant qui doit soumettre les autres à ta volonté, on te dit non. Et en fait, quand tu commences à leur dire, bah dis oui, alors pas forcément à tout. Mm. Tu vois, j'en parlais hier matin avec une maman à l'école. Elle me disait, mais ouais, mais si ton enfant, il te dit, je veux manger toute la plaque de chocolat. Ben, tu vas dire non, non, bien sûr que tu vas pas manger toute la plaque de chocolat. Par contre, il y a deux choses pour moi, ce sont des opportunités de dire est-ce que tu veux la manger parce que tu as faim? Mm. Auquel cas, on va peut-être lui proposer un fruit. Ou parce Ouais. que tu as envie de manger du chocolat parce que c'est gourmand, parce que c'est sucré. Ben, bon, déjà, je sais pas si l'enfant répondra bien, mais c'est une occasion de lui transmettre ça, le fait de déterminer si on a faim ou si on a envie de manger une connerie. Oui, Et là, c'est on vrai, va ouais. peut-être lui dire bah écoute, mange un carré. Ouais, Moi, ouais. je veux bien que tu manges Plutôt un que de carré. dire, Donc, tu es en train de céder. Ça va dire, oui, mais tu es en train de céder. Non, tu es en train de lui apprendre la résolution de conflit. Et ce qu'il y a de dingue, si tu veux, c'est qu'on est en train de dire à l'enfant, ne mange pas de chocolat. Bien sûr qu'il faut pas qu'il mange la plaquette de chocolat. Ça va lui faire mal au ventre, ça va lui faire des caries, c'est pas bon du tout pour sa glycémie, etc. Mais un petit carré de chocolat. À quel adulte on dirait, non mais si t'as envie de manger un petit carré de chocolat, vas-y, fais-toi plaisir. bah oui, non mais c'est clair. Tu vois, mais C'est les clair, enfants, ouais, non, ouais. tu vois. Et c'est là où tu Mm. vois la différence de relation, c'est qu'il y a un endroit où tu es dans la compréhension, dans la relation, dans la construction, dans l'écoute et dans le compromis. Parce que les enfants, on voit au chapitre au même titre que toi, sauf que toi, tu as la responsabilité de la relation. Et la relation de domination qui consiste à dire, je dis non, c'est non. Et il n'y a aucune autre option que ça. Ouais, ouais. Et donc, ton gamin, tu es en train de lui apprendre que, bah, du coup, on fait un épisode sur le terrain et tout. Et du coup, ton gamin, tu es juste en train de lui apprendre que la résolution du conflit, c'est dire non. Mm. Ouais, ça marche pas. Et 100% des parents avec qui j'ai discuté, et certains que j'ai pu accompagner dans d'autres cadres, qui ont commencé à arrêter d'être dans l'opposition, et il n'y avait plus de terrible tout, Comme par hasard. comme par hasard. Donc, si tu veux, tout ça pour moi, c'est vraiment des conneries, clairement, Mm. qui s'inscrivent dans une société, et une vision de l'enfant qui est adultiste et infantiste. Donc, je renvoie à mon épisode avec Lélia Benoît, hein, pour la définition de ces termes, parce que si on faudrait refaire encore un épisode. Mais c'est ça en fait qui change, c'est vraiment un pas de côté, une autre vision de l'enfant. Ne pas voir l'enfant comme étant un objet d'éducation,
mais comme un sujet porteur de droit qui fait partie de notre famille. Ouais, c'est vrai, ça change tout de le voir comme ça, ouais. Ça change tout. C'est pas facile, hein. Attention, moi le premier, c'est pas facile, hein. Mais franchement, sur le long terme, tu vois, là, bah, c'est cool, quoi. C'est cool, C'est fou. tu Bah vois. oui, carrément. Et en plus, tu te prends vachement moins la tête. Moi, des fois, Sarah, elle me dit, tu vois, je te donne un exemple tout bête. L'autre jour, elle est partie jouer chez son voisin, elle avait des collants et des sandales. Et il avait plu un peu le matin, l'herbe était encore humide. Et elle me dit, eh ben, je peux enlever mes sandales. Je lui dis, écoute, ma chérie, moi, je te le conseille pas parce que l'herbe est humide et t'aimes pas avoir les collants mouillés aux pieds. Ah oui. Voilà. Elle m'a dit, mais moi, je veux parce que le voisin, il est pieds nus. Je dis, bah, ok, mais peut-être que tu devrais aussi enlever tes collants et te mettre pieds nus, alors c'est notre option. Non, je veux pas, je veux y aller en collant. Ok, fait. Ouais. Bien entendu que j'ai mangé une crise, une fois que ses pieds étaient mouillés par les collants. Et bien entendu que je lui ai pas dit, bah tu vois, je t'avais prévenu et tout. Mais je lui avais dit, écoute, c'est ce qu'on appelle une conséquence, quoi. C'est une conséquence naturelle, ma chérie. Oui, Mm. mais maintenant, je fais comment? Ah, ça, je sais pas, par contre. C'est ta décision, donc c'est toi qui vas trouver une solution. Je peux t'aider à la trouver, mais c'est toi qui vas la trouver. Bon, voilà, finalement, elle a décidé d'aller faire du trampoline pour faire sécher chez Collant, tu vois. Donc, moi, Pourquoi pas? j'aurais jamais trouvé cette solution-là, hein. Donc voilà. Mais tu vois, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où tu considères l'enfant sous cet angle-là, Mm. ben, à partir du moment où tu l'impliques dans la résolution de ses propres problématiques, mais comme tu le ferais avec n'importe qui, en fait, euh, ben, ça devient hyper intéressant. Bien entendu, attention, je suis pas non plus en train... Là, ma fille, elle a 5 ans et demi. Bien entendu qu'à 2 ans, c'était autre chose comme positionnement. À 2 ans, on va Oui, plutôt tu être adaptes. sur une présentation d'options. Et surtout, à 2 ans, le premier truc qu'on va faire, c'est accueillir cette émotion qui peut durer très longtemps et qui peut être compliquée à gérer. Mais bien sûr qu'il faut adapter. Bien entendu qu'au début, tu vas lui proposer des options, voir qu'elle teste. Et bien entendu qu'elle va te dire non, qu'elle va dire mais ton idée elle est nulle, etc. Tu vois, c'est pas grave, tu vois. Ouais, bien sûr. Parce que derrière, Ouais, après, t'adaptes. t'adaptes et en plus derrière, après, ton enfant, il va acquérir de l'autonomie dans sa propre autodiscipline en fait. La discipline, c'est un sujet envers soi-même en fait. Ouais. Tu vois. Et ma fille, maintenant, bah, quand elle fait des trucs, tu vois, au début, quand elle était plus petite, bah oui, c'était une catastrophe quand elle avait renversé un pot de fleurs, sa jolie fleur qui maintenant est par terre et tout. Bien sûr qu'il fallait lui faire un câlin, la consoler pendant 10 minutes parce que sa fleur était par terre. Alors qu'au fond de toi, tu as cette petite voix qui dit, mais c'est bon, ça va, reprends le pot, remets de la terre dedans et c'est bon, arrête. Mais c'est pas comme ça que ça marche parce que d'abord, il y a l'émotion, tu vois. Et en ayant pris Il faut ce d'abord temps-là, accueillir. qui demande de l'énergie, bah, maintenant, tu vois, ça se fait tout seul, quoi. Tu Ouais. vois, ça se fait tout C'est seul. c'est hyper intéressant. Donc, mais ça passe aussi par l'expression, tu vois, je te dis, nos enfants deviennent tels que nous sommes aussi tels qu'ils nous voient, ça passe aussi par l'expression de ces émotions, tu vois. C'est-à-dire que la résilience, c'est aussi s'observer. Et des fois, ça passe par des trucs tout cons. Un exemple tout bête, avant-hier matin, moi le matin, je me fais des œufs au plat avec des haricots. Je Mm. fais un petit lait salé. Et moi, mes œufs au plat, tu sais, j'aime bien que le jaune soit pas cassé, tu vois, qu'il soit bien coulant D'accord. parce que je le mange en dernier, ça se mélange dans ma bouche et tout, j'aime bien. Et en fait, je casse mes 2 œufs. Je casse mes 2 œufs et je foire mes jaunes complètement, quoi. Et Sarah, qui aime Ok. bien être à côté de moi quand je fais le truc, si tu veux, j'ai eu cette phrase enfin, j'ai eu cette petite réaction de dire, oh bah non, zut. Et Sarah qui arrive, fait, qu'est-ce qui se passe, papa? Et je dis, bah tu vois, je voulais mes deux jaunes, tu sais comment j'aime bien les manger. Bah là, tu vois, j'ai pas réussi. Voilà, j'ai un petit moment de déception, mais c'est pas grave. Je, sais pas, Mm. je ferai mieux demain, quoi. Et tu vois, ça a l'air con de dire ça. Ça a l'air con, tu vois. Mais la plupart des Ouais, adultes mais vont répondre, mais non, mais c'est rien, ma chérie, c'est rien, rien, rien. Oui, et en soi, c'est rien, c'est pas un sujet important, ça m'a absolument pas gâché la journée, je m'en remettrai. Alors, un enfant, pour lui, ça peut lui gâcher son moment, hein. Mais si tu veux, en parlant avec elle de ce que je ressentais d'une manière aussi anodine et même sur un sujet aussi simple, ce que je lui transmets, c'est la résilience. mais oui, c'est important, ouais. C'est-à-dire, tu vois, je ressens quand même cette déception, Mm. mais c'est pas quelque chose qui va influer beaucoup sur ma journée, donc je m'en fiche, quoi. Ah ouais. Demain, Ouais, puis elle je pourra réussirai mieux, prendre cet exemple. tu vois. Ouais, c'est Et en top. fait, et en fait, si tu veux, c'est tout le temps comme ça. Et au début, ça demande un petit effort parce qu'on n'est pas forcément habitué. Parce que, comme le dit Léa Baudouin, on n'a pas forcément eu une bonne alphabétisation émotionnelle nous-mêmes. Donc la thérapie, ça aide aussi. Mais franchement, sur le long terme, bah, c'est ultra cool, quoi. Ouais, c'est génial. Avec Noëlla, vous avez toujours été sur la même longueur d'onde, justement.
Ou vous avez parfois aussi fait face à des désaccords, des discussions qui vous ont amené chacun à réfléchir? Comment ça s'est passé Oui, en oui, oui, termes bien sûr. de Alors, couple? on en a eu et on en a toujours. C'est pas évident parce qu'on voit pas les mêmes solutions, parce qu'on n'a pas les mêmes sensibilités, et c'est ça qui rend les relations hyper enrichissantes. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut accepter quand on est parent à deux ou à plus, c'est que nous ne sommes pas responsables de la relation qu'a notre enfant avec l'autre parent. Oui, c'est vrai. Mm. Tu vois? Ouais, ouais. Et elle peut être différente. En Ouais. revanche, je n'ai pas à être responsable des conséquences de ta relation avec l'enfant. Ça, c'est Yes, important. c'est vrai. Tu vois. Ouais. C'est-à-dire que si à un moment, il y a des choses que tu mets pas en place et qu'il y a des crises et des machins, c'est aussi à toi de résoudre la conséquence, dans le Mm. respect des droits de l'enfant. Non, non, nous, on n'a pas eu vraiment de désaccords. On a eu des frictions, tu vois, sur l'allaitement, par exemple. Je me rappelle que quand Sarah avait 2 ans et demi, juste avant qu'elle arrête le cododo d'elle-même, d'ailleurs, c'était sa décision. Ouais. Noëlla était, tu vois, donc on dormait avec un bambin de 2 ans et demi à l'été. Voilà, Noëlla, ça lui pourrissait son sommeil. Et même si je soutiens, et je soutiendrai toujours son allaitement, moi, si tu veux, je suis aussi celui qui voit la femme que j'aime souffrir cette situation. Bien sûr. Et Mm. c'est important de se rappeler que c'est pas parce que quelqu'un se plaint de son allaitement, par exemple, qu'elle veut l'arrêter. C'est juste qu'elle a besoin que Mm. ça sorte. Donc ça, c'est important de le dire. Et si tu veux, en effet, j'ai eu cette phrase de dire, bah, peut-être, ma chérie, qu'il est temps de considérer l'option d'arrêter l'allaitement. Elle a pas bien pris, et je comprends qu'elle ait pas bien pris. Mais d'un autre côté, je pense que c'est aussi mon rôle de partenaire de vie, tu vois, d'accompagner ça. Noëlla, si tu veux, des fois, quand c'est moi qui vois rouge, par exemple, parce que tu sais, je suis comme tout le monde, moi, il y a des fois où je suis excédé, quoi. Des fois, c'est trop, Ah oui, surtout là, tu bien vois, des fois sûr. avec la fatigue et tout, c'est trop. Et ben, il y a des fois où quand je m'énerve, ou quand elle voit que je m'énerve, voilà, elle va m'aider à voir qu'en fait, il n'y a pas d'enjeu, quoi. Il n'y a pas Ah d'autre oui, enjeu ouais. que ma situation à moi, je veux qu'on m'écoute, et voilà. Et inversement, tu vois. Nous, la situation qu'on a eue, par contre, qui a été un petit peu plus complexe, a été sur deux sujets. La prise de risque, notamment Mhm. motrice. Voilà. Ok. Ah oui. Noëlla était très protectrice, mais comme l'a été sa mère, que ce soit avec elle ou avec Sarah. Euh, sur voilà, la prise de... Et si elle tombe, bah, si elle tombe, elle tombe. Tu Mm. vois. Il y a Mm. un côté assez stéréotypé genré là-dedans, quand même, je trouve, dans les Ouais. couples hétérosexuels. Ouais. Euh, euh, et tu sais, souvent, on peut entendre dire, mais je veux qu'il lui arrive rien. C'est terrible de dire ça d'un enfant, en fait. Parce que Mm. si on veut qu'il lui arrive rien, bah, du coup, il va rien lui arriver. Ouais. Et si l'enfant, il ou elle lui arrive rien, ben, comment on fait pour Mm. qu'elle apprenne des trucs, quoi. Tu vois, Ouais, possible. c'est comme ça qu'on apprend, en fait. C'est justement quand il nous arrive des choses. Et l'autre point qu'on a eu de friction, c'est parce que du coup, moi, j'ai connu beaucoup de violence et de domination. Et elle, au contraire, a été élevée dans un certain laxisme. D'accord. Tu vois. Et du coup, elle a eu des difficultés, mais elle les a quand même bien résolues, je trouve, pour poser un cadre quand la question s'est posée. Parce que forcément, un enfant, même, hein, tu vois, là, c'est pareil, à 2 ans, 3 ans, euh, mais même avant, mais c'est plus facile avant, je trouve. Ben, l'enfant a besoin d'un cadre aussi. En tout cas, l'enfant a besoin d'un cadre. La structure, le système familial a besoin qu'il y ait un cadre, tu vois. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Et c'est ça qui est important. Et surtout, c'est un moment où tu arrives où l'enfant, il va être confronté aux droits des autres. Mm. Parce que c'est très joli de dire à un enfant qu'il a des droits, que les adultes doivent respecter ses droits. C'est très joli et très vrai et primordial. Mais les autres personnes aussi ont des droits. Eh oui. Et ça, c'est Il important. faut. Oui, tu as le droit d'exprimer ta colère, mais moi, j'ai le droit d'être en sécurité physique. Donc non, tu Mm. ne peux pas me taper. Ce Ouais. comportement-là, ça marche pas. Donc on va trouver Mm. un comportement qui respecte les droits de tout le monde. Et c'est ça un cadre pour moi. C'est l'intersection Ouais, des mm. droits, en fait. C'est l'intersection des Ouais. droits, et c'est marrant parce que j'ai une conférence sur le sujet. À chaque fois, les gens, je trouve que les gens ont oublié leurs droits parce qu'à chaque fois, les gens me disent, mais c'est incroyable comme vision des choses, etc. Et je leur rappelle juste que tout ce que je développe là, c'est l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La liberté de chacun s'arrête là où commence celle d'autrui. Et la loi Eh oui. doit arbitrer ça. Ouais, ouais, c'est Et, fou, hein. C'est un droit fondamental, ouais. et dans l'expression et dans ce cadre-là, chaque individu doit avoir l'expression libre de sa volonté, son libre arbitre, et c'est ça qui est intéressant. Et,
Et voilà, et c'est comme ça qu'on évolue. Et c'est comme ça aussi que le cadre évolue, tu vois. Parce que Bien le sûr. cadre, bien évidemment qu'il n'est pas le même. Bien évidemment qu'à ton enfant, tu vas lui dire touche pas le four quand il a 1 an parce que. Enfin, évite de toucher le four ou touche-le que quand il n'y a pas de lumière. Enfin, voilà, on peut adapter tout ce qu'on veut, mais évidemment qu'on veut Oui, oui. pas. Mais tu vois, à 5 ans, Sarah, bien sûr qu'elle manipule le four. Ouais. Bien entendu qu'elle Ouais, manipule le four. Mais elle manipule le four parce qu'elle a compris qu'il fallait des gants, qu'il fallait une manique, qu'il fallait quelque chose. ouais, bien sûr. Et voilà, tu Ouais, vois. c'est hyper intéressant. Et là, aujourd'hui, comment ça se passe alors avec 2 enfants? C'est chaud. Non, là, non, là, aujourd'hui, ce qui est dur, c'est la fatigue, en fait. C'est la fatigue. Ouais, Voilà, c'est le début, c'est la fatigue. Donc, ce qui est très dur, c'est quand t'as pas dormi et une crise de Sarah enfin, une crise, elle en fait plus beaucoup, mais en tout cas, un moment de friction avec Sarah quand t'as pas dormi, c'est sûr que c'est plus compliqué à gérer, quoi. Et en fait, oui. c'est là où je pense aussi, tu vois, souvent, je suis transparent. Je lui dis, écoute, ma chérie, je suis très fatigué. J'ai pas le temps et Mm. l'énergie pour négocier ou quoi que ce soit. Donc, voilà, ma proposition, c'est celle-là. Si elle te va pas, Ok, trouve une solution toute seule. Mais ok. moi, je peux pas proposer plus que ça. Je suis déjà au max, en fait. Tu vois. Ouais, Et finalement, voilà. tu es assez franc et transparent avec elle aussi Mais sur c'est toi, une les émotions relation. que tu reçois à l'instant T, quoi. Bah oui, C'est c'est une ce que tu dis, relation, ouais, tu ouais. vois. Nous, les adultes, nous sommes responsables de la qualité de la relation. À partir du moment où je lui exprime que je suis au max et que je fais de mon mieux, ben voilà, je suis au max. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, parfois, alors bien entendu, je suis pas en train de dire, tu vois, je suis pas en train de parler d'un sujet qui tient compte de ce qui nous est le cadre, c'est-à-dire l'hygiène, la santé, Oui, la sécurité ou le respect d'autrui. Il y a oui, des oui, choses oui. qui sont non négociables. Oui, tu vas te laver les dents. C'est pas. Ouais. Oui, on va laver les dents. Par contre, on peut voir comment est-ce qu'on lave les dents. On peut le faire dans le lit, on peut faire une chanson, on peut faire, je sais pas, il y a des applications. Enfin Ouais. voilà. Tu vois. Encore une fois, l'expression du cadre et de la liberté qu'on laisse à l'enfant dans ce cadre. Euh, mais oui, en effet, ce qui est plus compliqué, c'est ça. Et je pense en tout cas, avec cet écart d'âge-là, je peux me permettre ça. Et ça aussi, c'était une volonté de notre part d'avoir cet écart d'âge-là, 5 ans et demi, tu Ah vois. oui. Ah Ouais. oui, oui, bien sûr. Moi, je suis admiratif des gens qui survivent à un écart d'âge de moins de 3 ans, par exemple. Ouais. Ok. Vraiment. Je, parce que concrètement, un enfant de moins de 3 ans, lui dire attends un peu, là, il y a ton petit frère ou ta petite sœur qui est en train de pleurer ou de téter, donc il faut attendre un peu. Bah ouais, tu te manges des crises émotionnelles de ouf, quoi. Parce qu'à cet âge-là, ils savent pas encore Oui. faire, tu vois. Donc, ouais, Ouais, c'est là, compliqué, 5 ans hein. et demi, Sarah, elle a quand même acquis une certaine maturité qui permet aussi, toi, enfin, vous, voilà, de gérer plusieurs situations simultanées, quoi. Elle est plus capable, en tout cas, de patienter, d'attendre, de comprendre aussi, sûrement, Oui, ce bien qui se sûr, passe. exactement. Mm. Exactement. Et puis encore une fois, chaque enfant fait partie de la vie de tout le monde, Oui, oui, oui. tu vois. Donc en fait, c'est très naturellement que je me dis, bah oui, mais là, il y a Lucas. Et parfois, quand Lucas tète, bien entendu que Lucas il comprend pas, si tu veux. Mais quand Lucas tète et Ouais. que Sarah fait un peu de bruit, on dit à Lucas, bah oui, il y a ta sœur qui est là. Tu vois, en fait, Eh tout oui. le monde a le droit d'exister dans l'espace. Mm. Tout en Tu vois, respectant les limites des autres. tout en respectant les limites des autres. Bien entendu et c'est compliqué, tu vois, parce que là, par exemple, l'autre nuit, elle a été réveillée par Lucas qui pleure. Ça a posé un vrai sujet de discussion ensuite. Ça a posé le sujet de, mais oui, mais moi, Lucas, moi, des fois, on me demande de pas faire de bruit parce que là, il y a Lucas qui dort et que, il n'avait pas Ah oui. réussi à faire ses siestes avant. Parce que on n'est pas très à cheval hein, sur le fait qu'il n'y ait pas de bruit quand Lucas dort, mais tu sais, des fois, c'est arrivé là, une fois ou deux, que vraiment, il a du mal à s'endormir et que du coup, quand il tombe dans un sommeil profond, on essaye de le laisser vraiment faire sa sieste, tu Oui, vois, oui, voilà, oui, je qu'il comprends. récupère. Et du coup, c'est vrai qu'on demande un peu de calme à cet endroit-là, sachant qu'en plus, comme on a un jardin qui fait beau en plus maintenant, elle peut aller jouer dehors si elle veut. Euh, mais du coup, elle me dit, elle me dit, mais du coup, pourquoi est-ce que là, Lucas, il me réveille? Pourquoi est-ce que lui, il peut me réveiller? Et je lui explique. Je lui dis, bah, parce qu'en fait, lui, il sait pas faire. Mm. Tout Ah oui. comme toi, des fois, tu t'énerves sur des sujets où tu sais pas encore faire. Tu vois, tu sens que ton émotion te déborde. Bah, lui, tu vois, comme la seule chose qu'il sait faire, c'est pleurer. Mais voilà. Mais ça, tu vois, je peux le faire parce qu'elle a 5 ans et demi. Ah oui. Elle est en capacité de Tu comprendre vois. ça. Elle est en Mm. capacité de comprendre. Des fois, c'est un peu dur. Des fois, elle peut trouver ça injuste aussi. Mais elle a le droit de dire qu'elle trouve ça injuste. Ouais, ouais. Tu vois? Ça enlève pas l'amour qu'elle a pour son frère, ça enlève pas l'amour qu'on a pour elle, mais elle a le droit de dire qu'elle trouve ça injuste. Mm. Et vous Tu pouvez vois? Et discuter autour de tout ça. c'est à nous de reformuler, si tu veux. Par exemple, elle m'a dit ça une fois, qu'elle trouvait ça un peu injuste elle doive faire ceci et pas Lucas. Débarrasser son assiette en l'occurrence. Bon, bah, Lucas, un, n'a pas d'assiette. Donc, Ouais. il a que les seins de maman, donc voilà.
Et je lui ai dit, ben, tu sais, est-ce que tu trouvais ça juste que moi je débarrasse ton assiette quand t'avais, tu vois, Mhm. je sais pas, elle a commencé à s'autonomiser là-dessus quand elle avait 18 mois, je pense, quelque chose comme ça. Avant, c'était Ah moi ouais, qui te ok. débarrassais ton assiette et qui me mettais ton couvert. Est-ce que tu trouves ça Mhm. injuste? Bah non, Mhm. attends, j'y arrivais pas et tout. Ben, c'est tout pareil, ma chérie. Tu vois, en fait, Pareil, ouais. mais à 5 ans et demi, tu peux faire ça. Bien Tu vois. sûr, ouais, ouais. Et sur un enfant plus jeune, forcément, on n'a pas le Alors, même discours. on va trouver des exceptions, il y a des gens qui y arrivent très bien, mais en tout cas, ça va demander aux parents plus de ressources, Ouais, ouais, bien sûr. d'accompagnement, de calme et tout, tu vois. Ouais, Euh, de passe. et donc là, à l'arrivée de Lucas, pour revenir à ton sujet des deux enfants, écoute, c'est beaucoup de fatigue, donc ça rend les choses plus difficiles, mais, euh, mais en tout cas, moi, j'ai vraiment ce sentiment de, ok, c'est bon, on y est, quoi. Ouais. Ok, c'est bon, on y est, je peux faire ma vasectomie. Vous êtes au complet. Vous n'avez pas prévu de faire le Alors, troisième enfant. en tout cas, moi, je suis au complet. Ouais, Noëlla, elle fera bien ce qu'elle veut, ou avec quelqu'un d'autre s'il faut. Mais, ouais, euh, mais moi, je suis au complet. Donc, moi, je veux pas d'autres enfants. Donc, d'accord. go vasectomie, quoi. Ouais, vous en avez parlé, vous, de ce sujet, toi, c'est quelque chose Oui, bien sûr, qui on a te convient, parlé. tu connais des gens, peut-être Oui, bah, qui t'ont fait part de je leur connais des gens, et expérience. puis il y a quelque chose, je trouve, d'assez logique, c'est que je suis responsable de ma contraception, en fait. Tu Ouais, vois, ouais, tout ouais. simplement. Mm, Je suis responsable de ma contraception. Moi, je ne veux plus d'enfants. Je vais faire ma mm. vasectomie. Euh, Ouais, surtout, après, il y a toujours l'option, tu vois, de faire congeler son sperme s'il y a un doute ou quoi, peut-être un jour, on ne sait pas, mm, mais moi, en tout cas, j'ai ce sentiment-là. On en a d'accord. parlé avec Noëlla. Alors, bien sûr que moi, je voulais prendre rendez-vous au début pendant la grossesse. Elle m'a dit, attends peut-être un peu qu'on soit sûr quand même que bébé va bien et tout, Ouais, histoire de voir ouais. si on refait une tentative en cas de problème dans la foulée, tu vois. Et c'est vrai Mhm. qu'elle a eu raison, c'est vrai que c'est plus pertinent. Mais en effet, il y a pas de raison derrière que à partir du moment où moi, je veux plus d'enfants, quelle est une charge contraceptive dans notre Ouais, sexualité, alors que moi, je peux, en une opération qui dure 15 minutes ça. et 2 semaines un peu de désagréments physiques, résoudre le sujet, définitivement, quoi. C'est génial aussi hein, que maintenant les hommes prennent part justement à tout ça et que ça soit pas uniquement une charge féminine, quoi. Bah, faut que ça se démocratise un peu plus, mais oui, oui, c'est sûr que c'est un vrai sujet. À partir du moment, en fait, si tu veux, le truc, c'est ça, c'est qu'à partir du moment où toi, en tant qu'homme, t'as décidé que t'étais complet dans ta famille, bah, prends tes responsabilités, fais ta vasectomie, gars. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Voilà. Mm. Et si c'est pas, mais par contre, c'est vrai que ça a amené, si tu veux, des vrais, euh, des vraies discussions parce que c'est mon corps, mon choix, tu vois. Et, Aussi. et au début, il y a eu une discussion indiquant, tu vois, dans l'échange, il y a eu des réflexions de sa part disant, enfin, j'ai quand même mon avis à donner. Bah non, en fait, t'as pas ton avis à donner, Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est toi, tu c'est vois. ton corps, c'est ta décision. Est-ce qu'on irait dire à une femme, moi, je ne veux plus d'enfants en couple, hein, qu'est-ce qu'on Mm. penserait, tu vois, si une femme disait, ben moi, je vais me faire une, euh, euh, Ligature des trompes. une ligature des trompes, voilà, merci, parce que je suis sûr que je veux plus d'enfants. Et qu'est-ce qu'on dirait si son mari lui disait, non, mais moi, j'en veux d'autres, alors tu vas pas te faire ta ligature Ouais, des trompes, tu vois. ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, on n'accepterait pas. Ben, Ouais, ça marche dans l'autre sens, en fait. ouais, Mon ouais. corps, mon choix, ça marche pour tout le monde. Ouais. Voilà. Homme, femme, n'importe quoi. Et donc, ça marche. Donc voilà. Après, par contre, ça veut aussi dire que moi, je suis tout à fait ouvert au sujet, que je sais pas, si Noëlla, là, tu vois, elle a 38 ans, si elle me dit dans 2 ans, écoute, moi, j'ai 40 ans et je veux vraiment faire un autre enfant, tout à fait une vasectomie, bah, c'est peut-être le moment de se dire, bah, très bien, on va changer de notre mode de parentalité, trouve-toi notre partenaire de vie, et tu vois. Et voilà, et on sera des Ouais, coparents. ouais, ouais, c'est hyper Tu vois. intéressant. Ça ouvre en C'est fait le champ des possibles, quoi, hein, je trouve. c'est ça. Mais en fait, pour moi, c'est une conséquence logique. C'est que je peux pas non plus, si tu veux, me dire, moi, c'est mon corps, mon choix, je ne veux plus d'enfants, je fais ma vasectomie, mais peut-être que ma partenaire de vie actuelle voudra avoir un autre enfant plus Mm. tard. C'est pas le Mm. sujet pour l'instant, mais imaginons. Euh, ben, elle a aussi le droit de faire ça dans sa vie. Tu vois, par contre, elle peut plus Ouais, le faire ouais. avec moi. Ou alors, euh, en tout cas pas avec moi. Non, parce que j'allais te dire, ou alors je suis congélé mon sperme, maintenant j'ai vraiment pas envie d'avoir d'autres Ouais. enfants. Donc, euh, Le donc voilà. sujet est clos de ton côté, quoi. Ok. Bah oui, après, si tu veux, il y a des choses qui pourraient ouvrir des possibilités, hein. Je te le cache pas que si demain je gagne au loto, avoir un troisième enfant, pourquoi pas, tu vois. Parce que j'aurais Oui, plus de charge de travail, en fait.
Bien sûr, l'aspect financier est aussi un Tu vois, aspect mais bien sûr, important à prendre bien en sûr. compte. Bah En oui. fait, c'est un aspect d'équilibre de vie. C'est que moi, Ouais, ouais, ouais. aujourd'hui, pour qu'on puisse vivre, je suis obligé d'avoir une activité rémunérée qui, aujourd'hui, est en entrepreneuriat. Peut-être que demain, ça sera un retour au salariat, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis obligé d'avoir une activité rémunérée pour assurer ma subsistance et celle de ma Bah famille. oui. Ouais. Euh, et donc voilà. Mais si demain je gagne au loto, ouais, avoir un troisième enfant, du coup, pourquoi pas? Mais Mhm. ça se fera peut-être par un parcours PMA avec du sperme congelé, Ah ouais. tu Ah vois? ouais. D'accord. Mais en fait, tout ça, tu sais, c'est des conséquences logiques et naturelles. Tu prends des décisions, elles ont des conséquences. Mm. Et Voilà. ouais, ouais, ouais. C'est aussi simple Hyper, que ça. hyper intéressant. Donc, Mm. Bon, bah merci beaucoup en tout cas, Cédric, pour ton partage. C'était un épisode je t'en très, très prie. enrichissant. J'ai beaucoup aimé voir ta façon de voir les choses, comment vous avez décidé d'éduquer vos enfants, enfin en tout cas de les accompagner au mieux. C'était vraiment très, très riche. Donc merci beaucoup pour ton temps. Et puis bah, je te souhaite plein de belles choses à toi évidemment, et puis à Noëlla et à tes deux enfants. Merci beaucoup, Lou. Je tenais à remercier grandement Cédric pour son temps et son partage que j'ai trouvé très enrichissant. Je vous invite évidemment à découvrir son podcast sur lequel il reçoit des invités d'exception, mais aussi son livre Tu vas être papa, qui est pour moi le cadeau idéal à offrir à tout futur papa. Et d'ailleurs, vous retrouverez toutes les ressources citées dans l'épisode en description. Si notre échange vous a plu, je vous invite à nous le faire savoir en laissant un avis ou encore des petites étoiles sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Super Mama cette fois-ci. D'ici là, je vous embrasse et surtout, prenez bien soin de Throw vous. my watch to the floor, it's gone crazy. Time to do it again. Now I'm stressed and strained.